matinée des autres, anthropologie du conflit. Jean Guilaine. Nous, archéologues, mais pas seulement les archéologues, bien entendu, avons vécu un peu dans ce mythe que le paléolithique, c'est-à-dire les sociétés de chasseurs, de collecteurs essentiellement, étaient des sociétés qui ignoraient complètement la violence. D'abord, et ce n'est pas faux, parce que démographiquement, elles étaient évidemment relativement faibles, démunies, et que donc chaque individu comptait. Autrement dit, on n'avait pas intérêt à supprimer l'individu parce que l'individu, ça pouvait être évidemment une force dans le dispositif social. Et donc ces sociétés ont été essentiellement des sociétés pacifiques. Au fond, la démographie étant très basse, les densités de population très faibles, les ressources, qu'elles soient végétales ou animales, étaient suffisantes pour nourrir cette population. Et donc, on aurait vécu dans une sorte de, si vous me permettez l'expression, de paradis paléolithique. Et, par opposition, on considère que le néolithique qui voit apparaître la production, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, mais en même temps les surplus, les richesses, la capitalisation, mais aussi le développement démographique, c'est-à-dire davantage de bouches à nourrir, avait automatiquement engendré des conflits, ne serait-ce que parce qu'on voulait prendre aux voisins ce qu'on n'avait pas. Autrement dit, l'envie, la jalousie, et donc les conflits, les guerres seraient nés en quelque sorte de l'accumulation de richesses. Alors, on a longtemps vécu sur ce mythe, mais c'est aussi un mythe religieux d'une certaine façon, puisque c'est d'un côté le paléolithique, c'est-à-dire l'Éden, le paradis terrestre, et puis le néolithique, c'est après la faute, c'est-à-dire l'homme est obligé de travailler à la sueur de son front, etc. Alors, l'archéologie ne semble pas confirmer, bien entendu, on peut dire cette forme de mythe. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des traces de violence qui existent dès l'époque des chasseurs-cueilleurs. Donc, dès l'époque du paradis, si vous me permettez ce raccourci. Valorisée comme une épreuve initiatique, une étape nécessaire dans l'existence, ou même, chez Héraclite par exemple, comme l'origine de toute chose, le conflit est en Occident à la source d'une conception de l'homme qui, à travers les figures du guerrier puis du héros, imprègne nos mentalités et traverse notre histoire, longtemps représentée comme une histoire de nos conflits. Mais cette glorification du conflit n'est pas universelle. La civilisation chinoise a développé une toute autre vision où le conflit est un échec dont il convient de tirer la leçon plutôt que la gloire. Pourtant, l'étude des sociétés préhistoriques ou de nos jours des peuples ethnologiques confirme le caractère culturel de l'activité guerrière qui semble bien être consubstantielle à l'humanité. Et dans nos mythologies, un conflit fondateur est souvent évoqué à l'origine de la civilisation, comme en témoigne le Mahabharata, interminable chronique d'une guerre sacrificielle qui donne la clé des rites de l'Inde védique et brahmanique. Le récit épique du conflit fratricide des Pandavas et des Kauravas occupe les 18 chapitres de la Bhagavad Gita et le moment décisif en est l'assaut final qui se solde par le massacre des Kauravas et qui est lancé la nuit. Madeleine Billardot. Il n'y a qu'une nuit où on combat, en réalité. C'est la nuit après laquelle on a mis à mort une victime du camp ennemi, du camp de l'Adharma, du désordre, qui est un symbole du cheval du sacrifice, qui est un sacrifice, le sacrifice du cheval est un sacrifice royal par excellence. Donc la guerre est aussi assimilée à un sacrifice de cheval. Et il y a une certaine partie de la guerre, j'ai essayé de l'analyser d'ailleurs dans mon texte, une certaine partie de la guerre qui manifestement a comme fond d'interprétation un sacrifice de cheval, tel qu'il est décrit dans les textes de rituels, védiques naturellement, bien antérieurs à eux. Ils ont un modèle.
ils le suivent. Ils n'ont pas rompu avec le védisme, mais ils en héritent. La grande victime de ce jour, celui que va tuer Arjuna, et qu'il devait tuer avant le coucher du soleil, justement, donc avant la fin du jour, cette victime est Jayadratha, celui dont le char est vainqueur, mais qui ce jour-là ne le sera pas, et il va être tué. Il est roi du Sindh, du Sindhu, si vous voulez, c'est-à-dire de la région de l'Indus, et il s'appelle à cause de cela le Saindhava, c'est-à-dire comme toute la population qui habite cette région de l'Indus ou du Sindhu, il s'appelle Saindhava. Et le Saindhava se trouve être en même temps une espèce particulière de cheval qui a une très grande renommée. Si bien que ce roi du Sindh est constamment appelé le Saindhava. Ce qui, évidemment, fait penser qu'il pourrait avoir quelque chose à faire avec le cheval du sacrifice. Et au moment où il est tué, on ne peut que dire, ben voilà, le sacrifice de cheval est fait. Donc, c'est en même temps un sacrifice de cheval. Il faut penser au sacrifice de cheval, mais ce n'est pas simplement le sacrifice de cheval. C'est un modèle qui sert pendant un moment et qui, là, montre bien que c'est le moment culminant, d'ailleurs, de la guerre, quand le Saindhava est tué par Arjuna. On sait que tout est perdu pour les autres de son camp. C'est donc le moment vraiment crucial. C'est pourquoi d'ailleurs ça se continue de nuit et on a essayé d'éclairer la nuit aussi de toutes sortes de façons. C'était pas un combat normal en tout cas. C'était un combat nocturne, mais nocturne dans toutes ses dimensions. Vous voyez ? C'était un combat contre le mal. Immédiatement, Yudhishthira demande à Vyasa de lui donner l'initiation au rituel dès que le moment propice sera venu. Celui-ci lui nomme tout de suite 2 des célébrants, Paila et Yajnavalkya, lui-même se réservant le rôle du Brahman et fixe la date à la pleine lune du mois de Kaitra. Des Suttas et des Brahmanes compétents collaboreront au choix du cheval qui sera la victime. On lâchera l'animal et on le laissera errer tout autour de la terre, le long de ses côtes maritimes, pour montrer la gloire du roi. Yudhishthira fait ce que lui a demandé Vyasa et il rassemble tous les instruments nécessaires pour le sacrifice. Il en informe Vyasa, qui de son côté est prêt à célébrer la Diksha dès que ce sera le moment. Il demande tout ce qu'il faut pour cela, notamment la bêche en forme de sabre et le coussin d'herbe, Kusha, tous devant être en or. Le cheval doit aussi être lâché ce jour même pour son errance, bien protégé selon les règles et les injonctions védiques. Quant à Arjuna, avec son char attelé de chevaux blancs, il suit le cheval presque complètement noir, conformément à l'injonction védique et suivant l'ordre de Dharmaraja. Il est accompagné de brahmanes et de kshatriyas. Le cheval fait le tour de la terre par la droite, partant du nord vers l'est, et parcourt de nombreux royaumes, tandis que son gardien, au char attelé de chevaux blancs, le suit lentement. Innombrables sont les rois kshatriyas qui cherchent le combat, ayant eu leurs parents tués pendant la guerre. Il y a aussi des Kiratas, des Yavanas, des Mlekas, qui ont été vaincus auparavant. Mais il y a aussi de nombreux princes, Aryas, avec leurs hommes et leurs bêtes, tout joyeux, qui affrontent le fils de Pandu, ivre de bataille. Arjuna doit donc en fait livrer de nombreux combats. Madeleine Biardot, la guerre, c'est quand même la grande affaire du Mahabharata, puisque d'abord, une grande partie des livres est consacrée à la description de cette guerre et au conflit qui se noue,
Et pratiquement, les parties qui précèdent sont en quelque sorte une espèce de préparation à ce conflit majeur qui s'engage, conflit donc qui a évidemment une réalité concrète, matérielle, il est raconté notamment dans la Gita, mais également une valeur cosmique et mythologique, bien entendu. Oui, ceci dit, vous oubliez tout de même qu'il faut mentionner le jeu de dés, qui est très important dans l'acheminement vers la guerre. Ce jeu de dés malhonnête, qui est conduit justement par les sangs. Oui, j'ai oublié de vous donner les noms des principaux guerriers donc, qui se font face, puisque ce sont des frères, ce sont les fils chacun de deux frères. Donc ils appartiennent tous à la lignée des Kuru, K-U-R-U. Et les mauvais sont 100 fils, les bons sont 5. Et le nombre 5 se divise en 3 supérieurs et 2 inférieurs. Alors, le nombre 100 signifie le désordre. Très évidemment, c'est anarchique, c'est mauvais, et Duryodhana est l'incarnation de Kali, c'est-à-dire la plus mauvaise période du temps, et aussi le plus mauvais coup de dé. Ça a les deux sens. Et il a comme oncle maternel, c'est-à-dire comme son oncle le plus proche, celui qui lui sera le plus dévoué, le Dvapara, c'est-à-dire un yuga qui vient juste au-dessus du Kali Yuga, et c'est Shakuni, cet oncle, qui est donc l'incarnation du Dvapara Yuga, sera celui qui jouera au dé pour son neveu. Et qui gagnera au dé parce qu'il est un joueur invétéré et naturellement un tricheur invétéré. Ça va de pair. Donc la guerre commence sur une tricherie. Et c'est une guerre fratricide, il faut bien le préciser. Naturellement. Oui. Non seulement fratricide, mais on sera obligé aussi de mettre à mort le grand aïeul de tous, Bhishma, qui a abdiqué tout ce qu'il aurait pu avoir comme royauté et comme pouvoir. C'était lui, en réalité, l'héritier de cette lignée. Avant la division entre deux frères antagonistes, il y avait ce Bhishma qui va mourir sur le champ de bataille et par la main d'Arjuna, parce que Arjuna est le seul qui peut arriver à le tuer, alors qu'Arjuna ne veut pas le tuer. J'ai essayé de rendre le pathétique, le tragique de la situation, mais c'est là-dessus que la Bhagavad Gita commence. La peine d'Arjuna à voir devant lui toute sa parenté, y compris ceux qui comptent le plus pour lui, tel ce Bhishma, ce fameux Bhishma qui est son arrière-grand-oncle, je crois. C'est celui qui leur fait le plus de peine au fond, mais il y a aussi un brahman, qui est le conseiller des rois naturellement, et qui est dans le mauvais camp. Comme Bhishma d'ailleurs, c'est ce brahman qui est pur par définition, ce Bhishma qui est pur, qui a abdiqué, qui a tout abdiqué pour l'amour de son père, qui ne s'est pas marié, qui n'a pas de descendance, qui est donc voué à... En fait, c'est un dieu incarné, c'est un dieu du ciel incarné, et il va retourner au ciel dès qu'il sera tué sur le champ de bataille. Et Arjuna voit ça devant lui, il ne peut pas supporter. Arjuna, regarde tous les Kauravas réunis. Alors Arjuna vit, dressé dans chacune des deux armées, père, ancêtre, maître, oncle, frère, fils, petit-fils et compagnons, beaux-frères et alliés. Tandis qu'il contemplait tous ses parents à leur poste, envahi d'une pitié extrême, désemparé, il dit ces mots. Ô Krishna, quand je vois les miens prêts à se battre, mes membres fléchissent, ma bouche se dessèche, mon corps tremble, mes cheveux se hérissent, mon arc glisse de mes mains, ma peau me brûle, je ne peux plus rester debout et mon esprit me fuit. Les raisons de se battre, je les trouve absurdes. Je ne vois à gagner si je tue les miens à la guerre.
Ô Krishna, je ne désire ni victoire, ni royaume, ni bonheur. Qu'est-ce qu'un royaume, ô Govinda? Qu'est-ce que les biens de ce monde? Qu'est-ce même que la vie? Ceux qui nous ont fait désirer royaume, richesse et bonheur se dressent ici, prêts à se battre, prêts à perdre vie et richesse. Instructeurs, pères, fils et aïeux, beaux-pères, oncles, petits-fils, beaux-frères et tous nos parents. Je ne veux pas riposter s'ils me frappent, même si l'enjeu c'est de régner sur les trois mondes, et c'est la terre ici qui est en jeu. Les Kaurava tués, pourrions-nous pavoiser? Nous serions livrés au malheur en supprimant ces meurtriers. À quel titre exterminer les Kaurava, qui sont nos proches? Une fois notre sang versé, serions-nous encore heureux, ô Krishna? C'est donc Krishna qui va répondre à Arjuna et qui commence par lui dire, mais écoute, nous sommes tous immortels par notre âme, par notre Atman. Atman, c'est le souffle et c'est le soi aussi. Ça sert en même temps de pronom personnel. Non, ce soi, au niveau absolu, il est immortel. Alors, il lui dit, de toute façon, tu ne les tues pas. Ils ont une destinée qui continuera s'ils sont tués dans des conditions où ils doivent continuer. Ou bien ils auront la délivrance pour toujours s'ils sont dans les conditions voulues pour cela. Tu n'y es pour rien, donc tu n'as pas à te préoccuper de ça. Ça, c'est tout de suite la première réponse de Krishna. Après quoi, il va développer toute une doctrine plus positive, plus élaborée de l'acte sacrificiel. Krishna lui explique que les renonçants dans la forêt ont bien tort de vouloir ne pas agir pour ne commettre aucune violence. Il va démonter le système peu à peu. La guerre est une violence, évidemment, mais il y en a bien d'autres. Et celui qui va dans la forêt pour éviter toutes ces violences rencontre en fait d'autres formes de violence qu'il va être obligé de commettre sans même s'en rendre compte. Et il nie la possibilité même du non-agir. Il n'y a pas de non-agir. On doit agir. Mais alors, de quelle manière cet agir est-il bon? Est-il orienté vers la délivrance, comme le non-agir des renonçants? C'est dans la mesure où il est dépourvu de tout repli sur soi-même, de toute recherche de son bien propre. Il est nirmama, sans moi. Donc, complètement dénué d'égoïsme, dénué de moi. On a pu voir dans le Mahabharata, comme dans le Ramayana, c'est notamment l'hypothèse de Madeleine Biardot, une machine de guerre idéologique et religieuse tournée contre le bouddhisme qui gagnait alors en influence jusqu'au sein des élites du monde brahmanique. En particulier, la diatribe de Krishna contre le non-agir vise cette impassibilité bouddhique qui dénote une toute autre conception du conflit. Dans la culture chinoise, c'est d'abord la sémantique, si prégnante de la langue, qui le révèle. Ivan Kamenarovitch. Pour nous, le mot contient à la fois la violence et l'inconfort de la guerre, enfin l'inconfort au sens très profond évidemment, de la guerre, mais il contient aussi l'intérêt d'une confrontation, d'un affrontement les yeux dans les yeux. C'est cette double vision du conflit qui n'apparaît pas du tout, qui ne peut pas apparaître dans la traduction, parce qu'il n'y a pas de façon laudative de considérer l'affrontement en Chine. On ne s'affronte pas, on ne se confronte pas comme nous le faisons. Nous voulons que de la confrontation ou de l'affrontement
sorte quelque chose de définitif. Ça n'est pas une façon chinoise, je dirais même, ce n'est pas une façon extrême orientale de procéder. Et nous attendons que du conflit sorte enfin une position définie. On en revient toujours à ce souci de définir qui est le nôtre, à ce souci d'affirmer enfin quelque chose de valable. Nous attendons du conflit qu'il en sorte une ligne de conduite, quelque chose qui nous permette de pousser plus loin, de passer à une autre étape. C'est un peu une épreuve initiatique. Une épreuve initiatique. Et cette façon de fractionner notre vie en étapes, elle-même définissable, est peu chinoise. Nous attendons de nos langues qu'elles nous permettent, de nos langues occidentales, qu'elles nous permettent d'identifier la nature et la fonction d'un mot. Quand j'étais petit, on appelait ça comme ça, il y a peut-être d'autres termes maintenant, mais on disait nature et fonction. On faisait de l'analyse grammaticale, il fallait dire la nature et la fonction d'un mot. Alors, comment traduit-on conflit? Faisons un peu de travaux pratiques. On peut prendre le mot guerre. Oui. Jian, guerre. Ça, c'est conflit, oui. La guerre est un conflit militaire. La guerre est un conflit militaire, oui. Oui, même si elle est employée parfois. Oui, non, mais on peut employer le mot guerre comme image et le traduire. Il n'y a pas un mot pour exprimer une réalité finalement plus quotidienne? On n'aura pas un mot, mais plutôt une expression qui voudra dire qui ne va pas ensemble ou qui va mal ensemble. Mais même la notion... Donc il n'y a pas de véritable mot pour traduire conflit en chinois? Dans le sens d'une opposition irréconciliable, non. Parce que c'est une notion qui n'est pas familière à la mentalité chinoise. Les opposés en Chine sont complémentaires. Ils ne sont pas irréconciliables. Nous savons que le bien est le contraire du mal et que, comme disent souvent les discours religieux ou politiques, il y aura la victoire finale du bien sur les forces du mal. Nous savons que ce qui est féminin n'est pas masculin et ne pourra jamais l'être. Nous savons que ce qui est dans les ténèbres n'est pas dans la lumière, mais nous ne savons pas que les ténèbres secrètes espèrent attendre la lumière, que la lumière secrète espère attendre les ténèbres, ce qui est le fonctionnement chinois des couples. C'est pour ça que nous ne pouvons pas traduire yin-yang, parce que nous employons tout de suite des notions absolues, et que pour les Chinois, ce qui est opposé est nécessairement complice, contenu l'un dans l'autre. Il n'y a pas de yin absolu, il n'y a pas de yang absolu, ça n'a pas de sens. Le plus absolu du yin contient du yang et appelle et suscite un yang à venir. La plus douce, la plus féminine, la plus passive, la plus... tout ce que vous voudrez des femmes va mettre au monde un enfant et elle sera yang en face de cet enfant qui sera yin. Et donc il n'y a pas de yin absolu, il n'y a pas de yang absolu. Pour nous, le conflit immédiatement suscite l'idée de deux absolus dont l'un doit vaincre. Et pour les Chinois, il n'y a guère de victoire absolue. On sait que il y a un jeu de balancement, un peu comme un pendule. Et on sait que le pendule va osciller, il s'approchera d'un côté et il s'approchera de l'autre, mais on sait très bien que il ne s'arrête pas d'un côté. S'il s'arrête, c'est la mort. Et la vie ne peut être que mouvement, que circulation, que transformation et qu'évolution. Et nous avons toujours tendance à rapporter la vie, bien que nous sachions que nous vivons dans quelque chose de non absolu, nous avons tendance, et c'est Platon qui a quand même inauguré ce chemin-là, à expliquer, à analyser, à comprendre cette vie en termes de notions, de concepts absolus que nous allons recueillir en haut dans un monde où enfin les choses sont claires et définies et définitives. C'est la découverte de l'Amérique qui, on le sait, a fourni à l'Occident l'occasion de sa première rencontre avec ceux que désormais on allait nommer sauvages. Pour la première fois, les Européens se trouvaient confrontés à un type de société radicalement différent de tout ce que jusqu'alors ils connaissaient. Ils avaient à penser une réalité sociale
qui ne pouvaient prendre place dans leur représentation traditionnelle de l'être social. En d'autres termes, le monde des sauvages était littéralement impensable pour la pensée européenne. Explorateurs ou missionnaires, marchands ou voyageurs savants, du XVIe siècle jusqu'à la fin récente de la conquête du monde, s'accordent tous sur un point. Qu'ils soient américains, de l'Alaska à la Terre de Feu, ou africains, sibériens des steppes ou mélanésiens des îles, nomades des déserts australiens ou agriculteurs sédentaires des jungles de Nouvelle-Guinée, les peuples primitifs sont toujours présentés comme passionnément adonnés à la guerre. C'est leur caractère particulièrement belliqueux qui frappe sans exception les observateurs européens. De l'énorme accumulation documentaire rassemblée dans les chroniques, récits de voyage, rapports de prêtres et pasteurs, de militaires ou de trafiquants, surgit, incontestée, première, l'image la plus évidente qu'offre d'emblée l'infinie diversité des cultures décrites, celle du guerrier. Image assez dominatrice pour induire un constat sociologique, les sociétés primitives sont des sociétés violentes, leur être social est un être pour la guerre. Pierre Clastres, Archéologie de la violence. Jean Guilaine, il est parfois difficile d'interpréter les vestiges archéologiques des combats, des massacres même. Mais une chose est sûre, et vous le constatez vous-même, bien entendu, les hommes ont fait de tout temps bénéficier prioritairement les engins de destruction et de mort des avancées techniques. Effectivement, si l'on prend un certain nombre d'armes, par exemple l'arc qui a été inventé vers la fin des temps paléolithiques, les haches et les poignards, qui peuvent être d'ailleurs à la fois des instruments du quotidien, mais aussi des armes, et également des objets de prestige. Autrement dit, dans ce type d'objet, il y a toujours une valeur symbolique, une dimension symbolique, bien entendu. Ou plus tard les épées. On s'aperçoit que toujours ces armes peuvent avoir une fonction donc pratique et puis également une fonction symbolique. Par exemple, l'arc est l'arme du chasseur, mais ça peut être aussi, avec le carquois, avec les flèches, quelque chose que l'on exhibe pour montrer sa force, pour montrer son statut social d'une certaine façon. Il en va de même du poignard. D'ailleurs, le poignard sera représenté sur les premières statues de l'Europe dans le courant du 4e millénaire. L'homme, le mâle, le guerrier s'affiche par son poignard. Les héros de l'âge du bronze auront pour arme emblématique l'épée. On se bat à l'épée, pour partie. Oui. Donc, les armes jouent un rôle à la fois, pratique, mais également un rôle tout à fait symbolique. Et effectivement, les progrès techniques réalisés au fur et à mesure de l'évolution mettent toujours en première ligne, si je puis dire, l'arme comme élément qui symbolise ce progrès lui-même, ce progrès technique. Regardez par exemple, lorsque l'homme a inventé la métallurgie du cuivre, qu'est-ce qu'il a fait essentiellement? Il a fait essentiellement des armes. Il a fait des poignards, notamment, et puis il a fait des haches, mais la hache, elle peut être à la fois un objet, un outil, bien entendu, un instrument pour tailler le bois, pour le travailler, et ça peut être également un objet qui a une valeur d'arme et une valeur symbolique également, puisqu'elle aussi peut être représentée sur les premières statues. Le mythe du bon sauvage en prend un coup quand même, hein. L'homme est né bon naturellement, Jean Guilaine? Vous savez, c'est une question très, très difficile. On entend souvent des expressions du type la violence est en l'homme, la violence est naturelle. Je pense qu'il faut tempérer ce genre ce type d'opinion. Je crois que la violence et surtout la guerre, ce sont essentiellement des choses qui sont culturelles. C'est-à-dire, on peut recevoir une éducation qui vous tourne vers la violence, on peut recevoir une éducation qui vous tourne plutôt vers le calme, la maîtrise de soi, la production de la maîtrise de l'agressivité, etc. Donc, je crois qu'il y a des cultures de guerre, et comme il y a des sociétés qui sont plutôt pacifiques, parce qu'elles savent trouver les codes, les règles, qui permettent de réguler cette violence que de temps en temps, évidemment, nous avons en nous. La fuite est la suprême politique. Conserver ses forces intactes en évitant un affrontement. Le Yi Jing dit
Retraite. Nulle faute. Commentaire. Si le triomphe de l'ennemi est assuré et que je ne peux plus le combattre, 3 solutions s'offrent à moi. Me rendre, négocier ou fuir. Capituler revient à subir une défaite complète. Négocier, une semi-défaite. Mais fuir n'est pas une défaite. Éviter la défaite est le point tournant qui permettra peut-être de la transformer plus tard en victoire. Les 36 stratagèmes. Pour revenir à cette notion de conflit, Ivan Kamenarovitch, donc, contrairement à cette valorisation du conflit en Occident, qui lui donne finalement un caractère à la fois initiatique et héroïque, pour la mentalité chinoise, le conflit, dans le fond, c'est un échec, c'est une erreur, presque une faute de goût. Oui, on peut dire. Oui, on peut dire exactement ça. C'est un échec comme la maladie qui survient dans le corps est un échec pour le médecin. Les médecins chinois n'étaient pas faits pour soigner les maladies, ils étaient faits pour les prévenir. Donc ils étaient faits pour entretenir les bons équilibres. De même que les maîtres étaient faits pour entretenir le bon équilibre spirituel, intellectuel, mental. Donc la venue du conflit est un échec à la fois du maître et du disciple. Si j'entre en conflit avec quelqu'un d'autre, c'est que je n'ai pas compris quelque chose. Ce que parfois nous comprenons aussi, quand Valérie dit frapper quelqu'un, c'est se mettre à son point de vue, on n'est pas très loin d'une idée chinoise. En même temps, c'est faire apparaître toute la dimension positive, l'aspect sous lequel d'ailleurs le conflit a déjà été présenté par d'autres chercheurs, notamment en sciences sociales, des gens comme Georg Simmel, qui font apparaître justement l'aspect positif du conflit. Finalement, le conflit, c'est mettre des gens en relation. Vraisemblablement parce que les relations instaurées sont entre des individualités. Je suis défini avant d'appartenir à un groupe. En Chine, je suis défini par rapport à un groupe. Et je ne suis défini que par mon appartenance à ce groupe. Je n'ai pas d'existence isolée. La vertu première, principale, la plus recherchée du comportement chinois se dit Ren et s'écrit avec la clé de l'homme suivie du chiffre 2, de 2 barres. Donc la quintessence de la vertu, c'est le fait de savoir être ensemble. C'est le sens de ce mot. C'est le sens de ce mot, c'est le sens de sa graphie. C'est la clé de l'homme et le chiffre 2. C'est donc celui qui est vertueux, c'est celui qui est capable d'être en face de quelqu'un d'autre. L'essence de la vertu réside dans la relation que je suis capable d'instaurer avec autrui. Et le fait d'entrer en conflit montre que je n'ai pas compris quelle relation il fallait que j'instaure avec autrui. L'armée doit être semblable à l'eau. Comme l'eau évite les hauteurs et se précipite dans les creux, l'armée évite les pleins et attaque les vides. Comme l'eau adapte son cours au relief du terrain, l'armée construit la victoire en s'adaptant à l'ennemi. C'est pourquoi, comme l'eau n'a pas toujours la même forme, l'armée n'a pas toujours la même apparence. Celui qui remporte la victoire en s'adaptant aux transformations de l'ennemi, on peut l'appeler un prodige. Aucun des 5 éléments ne domine les autres à jamais. Aucune des 4 saisons n'est éternelle. Certains jours sont courts, d'autres longs. La lune meurt, puis renaît. Sun Tse, l'art de la guerre. C'est une rupture de l'équilibre, une rupture de l'harmonie, le conflit. Entre des choses qui circulent à l'horizontale, encore une fois, pas de haut en bas, mais qui circulent tout le temps, partout,
et auquel il faut laisser la place et les ouvertures pour circuler. Une rupture de l'harmonie, Ivan Kamenarovitch, et vous dites aussi, en traduisant justement un texte de Xunzi, une rupture de des réciprocités sociales en somme. C'est toujours cette idée de la primauté de la relation par rapport à l'individu. Alors qu'on peut penser qu'un conflit, c'est aussi finalement rétablir une certaine forme de réciprocité. Dans un conflit, l'échange verbal fait que finalement chacun est égal à l'autre et d'une certaine manière contraint de tenir compte de l'autre et de ce qu'il dit. Il tient compte de l'autre parce que l'autre exprime sa violence. Exprimer sa violence est déjà une erreur, c'est une mauvaise utilisation des souffles. On peut probablement rejoindre la même idée en constatant nos idéaux. Notre idéal est celui de l'homme d'action. L'homme d'action, il bouge, il agit, il fait pression, il a une influence. L'idéal chinois est celui du sage immobile. Alors oui, c'est pas l'immobile, c'est pas l'empire immobile, hein, c'est pas la même immobilité. Cette idée du sage immobile ne veut pas dire incapable de bouger et incapable de faire quoi que ce soit. Ça signifie simplement que la forme la plus élevée de l'action, c'est l'atteinte de l'équilibre. Et quand on a atteint l'équilibre, il n'y a pas besoin de s'agiter. Et l'idéal du sage immobile, c'est celui qui comprend qu'il ne faut pas s'agiter. L'agitation est vaine. Le conflit suscite une agitation. Et donc, le conflit est quelque part vain. Parce que c'est une méprise par rapport à l'équilibre qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas su instaurer. Pour les Chinois, le conflit en aucun cas ne peut être un échange. Ah non. Non, c'est à ce moment-là, il peut être fait pour remporter la victoire. Oui, on fait la guerre en Chine comme partout pour s'agrandir, pour écraser les ennemis ou pour se défendre contre les ennemis. Mais ce n'est pas le conflit en lui-même ne peut pas recevoir de légitimation. Simplement, les guerres ont lieu, mais il faut bien qu'elles aient lieu. Mais la meilleure victoire est celle qu'on remporte sans combattre. C'est déjà ce que dit Sun Tzu au IVe siècle avant notre ère, dans son traité de stratégie. Il explique que la pire façon de faire la guerre, et c'est sans doute la confrontation de deux armées, qui est l'idéal chevaleresque occidental. Les hommes naissent avec des désirs. Ces désirs étant insatisfaits, il ne peut pas ne pas y avoir d'exigences. Ces exigences étant sans retenue, sans mesure, sans partage et sans limite, il ne peut pas ne pas y avoir de conflit. Or, les conflits engendrent le désordre et celui-ci la misère. Les anciens rois, par aversion pour un tel désordre, créèrent les rites et le sens moral afin de procéder à des répartitions. Faire en sorte que les désirs n'aillent point excéder les choses et que les choses ne viennent point manquer aux désirs, faire régner entre les deux un durable équilibre, c'est cela qui a présidé à la naissance des rites. Xunzi. On a évoqué, Jean-Guilaine, le sacrifice. Il y a un autre aspect, effectivement, c'est le caractère rituel de la guerre, vécu elle-même comme un rituel et parfois même comme un jeu. Alors, l'étude de population d'aujourd'hui, de population primitive, de population ethnologique, comme on dit, notamment, vous citez le travail de Godelier sur les Barouillas de Nouvelle-Guinée, montre qu'effectivement, il y a un jeu de la guerre. Oui, il y a un jeu de la guerre, et souvent d'ailleurs les conflits inter-villages, Godelier a bien écrit ça, se résument en définitive ou se terminent par des sortes de duels de champions. Si je puis employer ce terme, c'est-à-dire ce sont les guerriers les plus valeureux qui s'affrontent et le combat se résume
en un face-à-face entre deux guerriers particulièrement courageux. Avec d'ailleurs des formes de cruauté, souvent, bien entendu. Mais on en arrive à une sorte de duel. D'ailleurs, en Nouvelle-Guinée, Haider, par exemple, a décrit des guerres entre villages qui sont très intéressantes, des guerres qui se déroulaient, celles qu'il a décrites, encore vers le début des années 60, et elle opposait deux communautés. Et souvent, ces guerres, lorsqu'on les voit, Haider a fait des films, pris beaucoup de photographies, ça a l'air un peu anarchique, évidemment, hein, ce n'est pas très réglementé, ça n'est pas très rigide, mais on s'aperçoit souvent que ce sont des sortes de duels, en fait. Une multitude de duels. Chaque individu repère son adversaire et essaie, en quelque sorte, de venir à bout de celui-ci en lui lançant le javelot ou en le visant à l'arc, vous voyez. Donc, c'est une guerre de valorisation de l'individu, d'une certaine façon. Beaucoup plus qu'une véritable guerre collective qui serait une guerre d'extermination. Depuis les Pyrénées jusque dans la région de la Bétique, d'Almeria, c'est-à-dire dans le sud-est espagnol, le sud et le sud-est espagnol, s'est développé un art qui représente un art où l'on voit des personnages et souvent des animaux aussi, dans des situations très dynamiques de mouvement. Les hommes sont toujours en train de courir, les animaux fuient, n'est-ce pas? Ce sont absolument extraordinaires. Et cet art représente essentiellement des scènes de chasse, un petit peu des scènes de guerre, parfois même des scènes d'exécution d'individus. Il y a de véritables pelotons d'exécution d'archers qui suppriment des individus, et quelquefois des scènes plus rituelles, comme des scènes de danse, par exemple. Comme cet art est essentiellement à vocation, je dirais, est essentiellement tourné vers la chasse, pendant très longtemps, on a dit c'est un art de chasseur. En fait, on s'est aperçu depuis quelque temps, par des recoupements divers, que cet art était un art néolithique. Autrement dit, c'est un art de producteur, c'est un art de cultivateur. Mais ces gens-là ne représentent pas leur quotidien, c'est-à-dire des scènes d'agriculture, ou très peu, ou des scènes d'élevage. Ils représentent précisément, tout ça c'est pour leur mythologie bien entendu, ce qui est extra-quotidien, ce qui est extraordinaire. Autrement dit, ils représentent des scènes de chasse et de guerre, parce que c'est là que l'individu peut acquérir du poids social, qu'il peut acquérir du prestige. Je parlais il y a un instant de ces statues, de ces fameuses statues menhirs que l'on retrouve en Occident à partir du 4e millénaire. Qu'est-ce que c'est les statues menhirs? Ce sont les premières statues qui apparaissent en Europe. Ce sont des monuments qui peuvent avoir 1 mètre, 2 mètres, jusqu'à parfois 3 à 4 mètres de haut, et qui représentent un personnage. Ce personnage, on a dit que c'était un dieu, on n'en sait rien. C'est plus vraisemblablement, me semble-t-il, un ancêtre héroïsé qu'un dieu. Autrement dit, on rendait grâce à des individus qui pouvaient être d'ailleurs des hommes ou des femmes. Et ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est que les femmes, les sexes ne sont jamais représentés. Les femmes sont représentées par leur sein, c'est-à-dire par leur aspect, essentiellement par leur fonction biologique, anatomique, naturelle. Autrement dit, qu'est-ce qui connote la femme? C'est, d'une certaine façon, la reproductrice, la mère, l'allaitante. Et l'homme, lui, est représenté par un poignard, c'est-à-dire par une arme. Alors, ce qui est intéressant aussi chez ces statues, qui sont les premières représentations d'un homme armé, en définitive, c'est que tout cela arrive dans un contexte où il n'y a pas encore d'armée de métier. Les premières armées de métier, disons, c'est le Proche-Orient à partir du 3e millénaire. Mais déjà, on voit qu'en Occident, au 3e millénaire, dans un milieu qui reste encore un milieu où il n'y a pas de ville, qui est très rural, on a déjà une idéologie du mâle guerrier. Alors évidemment, cette idéologie n'aura de cesse, au fur et à mesure que le temps passera, de se renforcer, et elle débouchera
disons, au cours de la protohistoire, vers des gardes, des sortes de milices, de gens qui se mettent à la fois sous la protection d'un personnage et qui en même temps protège ce personnage, et on en arrivera au mythe du héros que l'on retrouvera dans les poèmes homériques, également, je dirais, au moins au début, dans un certain nombre de personnages de la proto-histoire européenne. Par exemple, à partir de la fin du second millénaire, on voit à travers toute l'Europe se développer les tombes de guerriers. Alors, le personnage a ses effets de toilette, mais il a surtout ses armes, son bouclier, donc il y a une espèce de justification de ce personnage qui occupe à ce moment-là le devant de la scène. Attendre tranquillement un ennemi qui s'épuise. Le rapport de force, et non pas l'engagement ouvert, est à mettre à profit pour épuiser l'adversaire. Si l'on se trouve, au cours de négociations économiques menées avec l'étranger, en face d'un interlocuteur tranchant et agressif qui cherche par tous les moyens à prouver sa supériorité et montre, sans la moindre fioriture, qu'il espère mener les négociations à la baguette, l'usage de la technique dite « attendre tranquillement que l'adversaire s'épuise » est de rigueur. Il suffit de contourner, dès le début de la conversation, toutes ces exigences hautaines, de les laisser choir dans le vide et de... Cette sorte de négociation peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. On verra peu à peu la vigueur de ce négociateur prétentieux décroître. Notre camp pourra alors passer à l'offensive. Lorsque notre interlocuteur sera à bout de force et à bout de nerfs, la tête bourdonnante et le cerveau au bord de l'explosion, nous entreprendrons d'exposer notre point de vue et de l'amener doucement à la raison jusqu'à ce qu'il se plie à la moindre de nos conditions. Les 36 stratagèmes. Alors, cette grande différence de mentalité, évidemment, à l'égard d'une notion aussi importante pour nous, occidentaux, que le conflit. Hein. Notre histoire elle-même est pétrie de conflits. Elle a longtemps été l'histoire de nos conflits, d'ailleurs, et de la glorification de ces conflits. Alors, cette différence, elle s'illustre très bien dans un thème qui est commun, justement, aux cultures chinoises et occidentales, c'est le thème du héros, l'héroïsme chevaleresque, l'héroïsme aussi dans l'histoire. Et vous dites que des héros comme Achille, Hercule ou Lohengrin n'ont pas beaucoup de sens en Chine. C'est-à-dire qu'en définitive, il n'y a pas véritablement d'équivalent chinois pour ces figures héroïques, dans la mesure où les Chinois ont plutôt une attitude qui consiste en somme à tirer la leçon du conflit que d'en tirer gloire. Oui, mais la première raison pour laquelle les héros de ce type n'existent pas en Chine, c'est déjà, on trouve ça chez les présocratiques, c'est polémos, dit Héraclite, c'est le combat qui fait que les uns sont des dieux et les autres sont des hommes. Et si on est un dieu, point final. Si on est un homme, point final. Et nos héros sont des demi-dieux, donc n'ont pas la même essence que nous. Ils sont plus proches que nous de ce monde de l'absolu qui est celui auquel nous aspirons, nous occidentaux. Les héros chinois peuvent aussi bien devenir des dieux, mais le monde chinois, pour reprendre cette expression heureuse d'An Sheng, est un monde de plein pied, et les dieux sont de plein pied avec les hommes. Il n'y a pas de différence essentielle entre un dieu et un homme. C'est-à-dire qu'un homme peut devenir un dieu, et beaucoup de divinités. Il y a deux sortes de divinités, si vous voulez. Il y a les dieux de la nature, les sources, les montagnes, ou même les parties du corps. Et il y a des dieux qui sont des hommes divinisés. Divinisés par leurs semblables, d'ailleurs. Divinisés par leurs semblables, par décret impérial, généralement. Mais ils ne deviennent pas d'une autre essence. Tout homme peut espérer devenir un dieu. Le philosophe Mo Tsong-san, le contemporain, enfin il est mort en 1995, dit que la grande différence entre la religion extrême orientale
qui est fortement teinté de bouddhisme, c'est que chacun peut espérer devenir un Bouddha et aucun chrétien ne peut espérer devenir un Christ. Il n'y a rien à faire, nous ne pouvons pas. Un Dieu est un Dieu, un homme est un homme. Ça restera toujours au-dessus quel que soit mon degré de perfection, je ne pourrai pas devenir un Dieu, parce que c'est une autre nature. Et il existe une surnature, comme le... Et ça entraîne un déchirement intérieur. Ça entraîne un déchirement intérieur, et ça entraîne le fait que les héros participent de cette surnature. Achille, comme Hercule, comme Lohengrin, sont des êtres surnaturels, qui ne sont pas nés d'un homme et d'une femme naturellement. Donc ce sont des gens d'une autre essence. Et ils nous montrent des exemples à suivre, mais nous ne pourrons pas les atteindre. Tandis que les héros chinois, même s'ils sont parfois crédités d'une naissance surnaturelle, d'ailleurs il y avait un très joli mot qu'employaient les premiers traducteurs qui étaient tous des prêtres, et il disait « Une femme a marché sur les traces d'un dragon, elle a été émue et elle a conçu ». Bon. Donc cette émotion est surnaturelle aussi, mais il n'empêche que certains héros sont crédités d'une naissance de ce type, mais la plupart des héros sont des hommes qui ont accompli exemplairement leur destinée d'homme, et c'est ça qui a fait qu'ils sont devenus des dieux. Mais ils ne sont pas d'une autre nature. Et si j'ai réussi ma vie, je puis espérer, pourquoi pas, être moi aussi un jour compté au rang des dieux. Il y a donc déjà cette différence de nature qui intervient, qui nous ramène toujours à cette horizontalité de la pensée chinoise qui s'oppose à la verticalité de la nôtre. Nous, on fonctionne de façon triangulaire, n'est-ce pas? Pour comprendre ce qui est en face de moi, je passe par le haut. Je trouve mes éléments de compréhension et d'analyse en haut, dans ce monde dont Platon nous dit que nous avons des réminiscences. Je sais ce que c'est que la vertu, que le bien, que le mal, que la justice, parce que je l'ai su, mon esprit l'a su. Et je redescends pour voir en face de moi le cas de cet homme qui a tué, qui a volé, et je compare son attitude à cette idée de justice que je contiens en moi. Pour les Chinois, je vais tout droit, et ce n'est pas au nom d'une notion immortelle de justice ou de vérité que je jugerai l'action de cet homme, mais c'est au nom du contexte dans lequel elle a été commise. Et il y a donc des meurtres justes qu'on ne peut pas punir, au contraire. Il y a des meurtres qu'il est bon de commettre parce qu'il y a des gens dont il faut se débarrasser. Il y a un célèbre passage du Mencius. Mencius est un confucianiste du IIIe siècle avant notre ère, et où un opposant lui dit « Mais vous êtes quand même bizarre, vous faites l'apologie d'un régicide. Vous faites l'apologie du fondateur de la 3e dynastie de l'Antiquité qui a massacré son prédécesseur pour prendre sa place, le dernier roi de la dynastie précédente. » Et Mencius dit « Je n'ai jamais entendu parler d'un régicide, j'ai entendu parler de quelqu'un qui a débarrassé le monde d'un bandit. » C'est pas du tout la même chose. Le commandant de la garde nationale donne quelques recommandations aux hommes qui vont partir à l'assaut. Surtout, ne restez jamais isolés. Tout le monde doit savoir où se trouvent les voisins. Tout le monde doit partir en groupe. En aucun cas, aucun prétexte ne doit vous permettre de rester isolés. Interactualité, août 1965, les émeutes de Los Angeles. Avancez en groupe lorsque les baïonnettes auront été fixées au canon. Quelques véhicules légers appartenant à la division blindée partent en direction des pâtés de maison tenus par les Noirs, cependant que des hélicoptères décollent pour partir en reconnaissance et survoler la région occupée par les insurgés. La valorisation occidentale du conflit se reflète évidemment dans nos sociétés modernes, où le conflit tient souvent lieu de dialogue social. Des penseurs politiques, comme Machiavel par exemple, placent même le conflit au cœur de la dynamique de la société et de l'histoire, et que dire du concept marxiste de lutte des classes. Pourtant, même si quelques grands auteurs, comme Georg Simmel, ont insisté sur l'aspect socialisateur du conflit, rares sont les chercheurs qui aujourd'hui tentent d'appréhender la violence dans les cités ou à l'école sous l'angle d'une anthropologie du conflit.
Après avoir passé presque 3 ans en immersion dans un quartier dit sensible et pratiqué l'enquête de terrain de type ethnographique, Cécile Cara a centré ses analyses sur le phénomène de la bande. Et c'est à l'occasion d'un conflit que s'est cristallisée cette formation sociale si caractéristique de la culture des banlieues. Cécile Cara. La maison pour tous, la maison de quartier, les maisons de quartier, comme il en existe dans ces quartiers, a fait l'objet... Presque plutôt des maisons pour jeunes, finalement. Oui. A fait l'objet de conflits très durs entre ces jeunes et le personnel de la maison pour tous. Conflits qui portaient sur l'appropriation de l'espace. Alors, il est vrai qu'on entend souvent les jeunes réclamer des locaux. Et cette maison pour tous étant ouverte à tous, comme l'indique son nom, faisait qu'elle était ouverte à tous, sauf peut-être à ces jeunes, ou le moins à ces jeunes qui, par leur présence, faisaient fuir à d'autres catégories la population. Donc un conflit s'est manifesté avec occupation des locaux par ces jeunes et puis derrière cette occupation des locaux et derrière ce conflit, ce qui se jouait, c'était pour des jeunes qui étaient alors exclus du monde du travail, qui s'étaient fait exclure de l'école. Cette occupation des locaux était une manière d'obtenir une reconnaissance sociale, oui, de se faire reconnaître par et les habitants et les professionnels de ce quartier en se positionnant localement, quitte à entraîner un conflit. L'idée étant que, s'ils ne pouvaient pas exister ailleurs, ils existeraient là. Même si la force devait être employée, ce qui était le cas par ailleurs. Alors, qu'est-ce qui a amené à cette situation, justement, de conflit ouvert et même extrême ? Puisqu'en somme, là, la violence des jeunes se retourne contre eux. Je parle du cas de la maison pour tous, là, oui. Parce que c'est symbolique aussi, évidemment. C'est hautement symbolique, oui, effectivement, à se positionner localement pour être reconnu et pour s'affirmer au niveau identitaire, c'est quelque chose de très important pour des adolescents. Et c'est d'autant plus important que ces adolescents avaient rejoint une bande. Alors, comment cette question renvoie à la manière dont s'est constituée, en fait, la bande ? Cette bande s'est constituée dans un contexte dans lequel la jeunesse du quartier était déjà mise à l'index pour les bruits qu'elle pouvait causer à cause de leur rassemblement au pied des immeubles ou dans les cages d'escalier, par leur manière de répondre quand on leur adressait la parole. Enfin, toutes ces choses qui renvoient aux incivilités, en fait. Donc, en fait, c'est un rapport tendu qui s'est constitué entre la population, les adultes et ces jeunes, sachant qu'il y a plusieurs explications de cette tension entre jeunes et adultes. Alors, l'explication la plus courante qui est donnée, c'est le conflit de génération. On va pas revenir là-dessus, c'est quelque chose de connu. Mais dans ce quartier-là, qui est un quartier avec une population très hétérogène au niveau culturel, mais aussi parce qu'on retrouve quand même plusieurs catégories sociales ou socio-économiques, on a derrière cette tension une opposition de classe, en fait, qui porte sur l'éducation des enfants. Les classes moyennes, enfin en tout cas ceux qu'il en reste dans ce quartier, reprochant aux familles populaires de mal élever leurs enfants, ou alors s'adressant directement à ces enfants, ces jeunes en l'occurrence, pour leur faire tout un ensemble de reproches. Pour ceux qui osent encore s'adresser directement à cette jeunesse, ou alors portant plainte pour des faits qui peuvent être minimes à la police ou plus souvent aux travailleurs sociaux qui suivent les familles. Et il est vrai que dans ce contexte, la jeunesse
vit très mal cette mise à l'écart, cette suspicion et ces critiques qui vont avoir lieu à tout bout de champ en fait. Ils sont en bas des bâtiments, on leur reproche, ils jouent au ballon, on leur reproche parce que ça fait du bruit, etc., etc. Et un incident de plus, dans ce groupement qui existait déjà de jeunes, va contribuer à souder en fait ce groupe et à le constituer en bande, dans une réaction en fait un petit peu de défense par rapport à son environnement. Ce soir le quartier est agité, surveillé de près par les condés. Il ne se doute pas que le tabac d'en face vient de se faire braquer. 19h pile, doigt sur la gâchette, cagoule sur la tête. Un bandit surgit, on dit son arme et se faire mettre la recette. Ici chacun se démerde pour que le blé rentre. Pour bien vivre dans ce putain de merdier, des solutions y'en a pas 50. En cet hiver, y'a du shit et de l'alcool. En ce qui concerne la tôle, chaque jour tu la frôles si tu veux le premier rôle. Les infos se passent dans le ghetto, négro et bico. Solidaire mais chacun pour sa peau, prendre le magot. Bel ex, ça peut être sanglant, y a pas de désistement. Le petit aventure pas si t'es dépassé par les événements. 21h tapante, règlement de compte de la Scar s'affronte. Lequel des deux va rompre en premier et va connaître la honte. C'est le premier chapitre d'une embrouille quelconque. Espérons que personne décidera de sortir le fusil à pompe skunk. Shit, les keufs insistent, mais les grossistes résistent. À la recherche d'une piste qui pourrait jeter tout le monde dans le précipice. Je ne sais pas comment la soirée va se terminer, mais je sais que ce soir Vitry et ses quartiers sont agités. Les jeunes de ce quartier souhaitaient avoir des horaires spécifiques lors desquels ils pourraient se rassembler. Il est vrai que les maisons pour tous ont des horaires un petit peu heures de bureau, pour le dire un petit peu de manière rapide, qui ne correspondaient pas aux attentes de ces jeunes. Alors, ça a été des revendications de la part de cette jeunesse pour avoir d'autres horaires, pour avoir du matériel, pour avoir des sorties ski par exemple. Alors c'est en fait un rapport de force qui s'est détérioré, pour le dire de cette manière-là, et qui a donné lieu ensuite de la part des personnels de la Maison pour tous à un appel, à un renvoi systématique à la police. Et je crois que là, ça a encore durci le rapport qu'il y avait entre ces jeunes et les professionnels du quartier, mais aussi les habitants. D'où l'éclatement du conflit. D'où, oui, un conflit qui est devenu ouvert et qui a pu être violent. Puisque, oui, les normes qui ont été retenues finalement sont les normes renvoyant à la Maison pour tous et non pas les normes qui étaient celles de la bande de jeunes. En fait, on avait un conflit là sur les normes au niveau du temps, au niveau de l'espace. Et ce conflit sur les normes, c'est quelque chose de très important dans ces quartiers, au-delà de la jeunesse, puisque les discours et les conflits vont porter sur ces normes-là, et on le voit aussi à travers les politiques publiques. Lorsqu'il s'agit de faire des réhabilitations, il va y avoir un débat et puis des propositions faites sur l'occupation de l'espace. Un espace, et ça a été le cas dans ce quartier, le parking est fait pour les voitures, l'espace vert pour que les enfants puissent jouer, et ça n'est pas autrement, alors que là on a des populations de cultures très différentes qui investissent l'espace tout à fait autrement en fait. Et c'est producteur de conflits là encore, mais qui renverront au bout du compte à la mauvaise éducation que donnent les familles populaires à leurs enfants, sachant que tous ces discours et cette stigmatisation résulte, ou plutôt correspond à une logique qui est celle de la différenciation sociale entre les catégories sociales. Comment se distinguer dans un quartier dans lequel de toute manière on est tous exclus. Oui, et où justement les différences sociales s'effacent au quotidien, complètement. Voilà. Alors on voit bien avec vous, Cécile Cara, que en somme le conflit dans ce type de contexte est ce qu'on appelle un fait social total, puisque en l'occurrence ce que vous venez de dire, c'est que le conflit sert de marquage à certaines catégories sociales, on dira les classes moyennes, qui sont encore là, par rapport aux classes plus populaires.
ce marquage ne passant pas forcément par le conflit, par ailleurs. Mais effectivement, là, il se manifeste souvent par des conflits. Mais il s'agit de ce marquage là où justement, comme vous le dites, les différences se sont progressivement estompées, quoi. Voilà. Dans une population qui finalement se retrouve dans une situation d'exclusion, il s'agit pour les différents groupes sociaux de se démarquer d'une mauvaise image qui est celle du quartier, et pour se démarquer de cette mauvaise image, il s'agit de se différencier des autres groupes sociaux. Ce qui amène une conséquence que vous signalez, Cécile Carras, c'est l'ethnicisation, et donc l'apparition du racisme, bien entendu, l'ethnicisation des rapports sociaux et des conflits. Oui, l'ethnicisation des rapports sociaux, je crois qu'elle peut être interprétée comme étant la dernière possibilité pour des groupes qui finalement sont dans la même situation d'exclusion de se différencier. Quand il n'y a plus de différence sociale, on va rechercher une différence culturelle. Dans un contexte qui le permet, dans un contexte global qui le permet, où on a quand même, pour reprendre les travaux d'autres chercheurs, une criminalisation de la pauvreté et un climat où on ne cesse de parler d'insécurité. Sexe, violence, rap et flou. Voilà la vie d'un jeune de Paname ou de la banlieue blues. Sexe, violence, rap et flou. Sexe, violence, rap et flou. Sexe, violence, rap et flou. C'est comme un film d'action qui tourne 24 heures sur 24. Où l'on joue nos propres... Les enseignants sont aujourd'hui de plus en plus fréquemment confrontés à la situation du conflit, et même si l'on fait appel à leur professionnalisme pour la gérer, une formation spécifique à ce type de crise leur fait souvent défaut. Spécialiste de la déscolarisation et de la violence à l'école et enseignant-chercheur en IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres, Marie Zedibel travaille dans ce sens. La question du conflit n'est pas évidente, c'est-à-dire que la forme que prennent les conflits n'est pas facile du tout. L'éducation nationale gère des masses d'enfants et d'adolescents. Elle gère aussi des masses d'enseignants, d'adultes d'ailleurs. Et tout le monde n'a pas la même manière de gérer les conflits. Il y a des élèves pour qui l'affrontement physique est une manière ordinaire de gérer un conflit. C'est le plus fort qui gagne d'une certaine manière. On voit bien ça dans les cours de récréation. Quelquefois, dans les classes, on retrouve ce genre de manière de régler les conflits. Or, l'école, en tant qu'institution, a une grande règle, c'est qu'elle interdit la résolution violente physiquement des conflits. Donc là, il y a des problèmes de normes, ce qui fait qu'on a des situations où, par exemple, quand deux élèves se battent dans une cour de récréation, dans un couloir, dans une classe, la première sanction ne va pas chercher, dans un tout premier temps, à localiser un petit peu l'origine du conflit, mais va sanctionner le fait que les élèves sont en conflit ouvert physique. C'est ça qui va être sanctionné. Ce qui fait qu'il peut se développer un certain sentiment d'injustice, parce qu'il y a des élèves qui disent, et là je pars de leur point de vue, qui disent mais si je me battais c'était pour me défendre, parce que j'étais en train de me faire agresser, donc c'était légitime pour moi de me battre, alors que l'institution veut dire non, interdiction de se battre. Donc les deux sont sanctionnés dès le départ. Ce n'est qu'après qu'on va, si cela est possible, essayer de remonter à la source. Bien sûr, alors il y a tout le champ de ce qu'on appelle les violences institutionnelles, ou les violences qui sont produites par les adultes eux-mêmes, qui est un champ tout à fait intéressant sur lequel on commence à avoir quelques données. Il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus certainement, et qui est intéressant aussi parce que dans les stages de formation, très rapidement cette question arrive. C'est-à-dire très rapidement les enseignants disent mais finalement qu'est-ce qui dans nos pratiques fait qu'on génère ou pas de la violence, parce que les enseignants très honnêtement reconnaissent qu'ils peuvent tout à fait eux-mêmes être partie prenante sans l'avoir souhaité au départ. Donc là il y a tout ce champ-là, et on a des cas classiques aussi d'enseignants qui font des gaffes tout simplement, par exemple qui rendent des copies et qui rendent des copies à des élèves qui ont vraiment des mauvais résultats, dont c'est l'habitude aussi d'avoir des mauvais résultats publiquement.
différemment, c'est-à-dire en se moquant un petit peu de l'élève. Là, c'est vraiment une prise de risque pour l'enseignant, c'est-à-dire qu'il peut déclencher une réaction de violence parce que l'élève va se sentir comme s'il était acculé dans le coin d'un mur. Enfin, il n'aura pas, de son point de vue à lui, bien sûr, beaucoup d'autres possibilités, ou alors des enseignants qui cherchent. Par exemple, je me souviens d'un incident où un élève avait manqué de respect à un enseignant, donc avait été sanctionné, ses parents avaient été invités et non convoqués, comme on dit souvent. C'est plutôt, on devrait plutôt les inviter que les convoquer. Donc les parents étaient venus, donc il y avait eu réparation par rapport à l'enseignant, donc tout était bouclé, on va dire, hein, l'affaire était bouclée. Et la violence a éclaté quand l'élève est retourné dans sa classe et quand l'enseignant a exigé qu'il s'excuse devant toute la classe. C'est-à-dire que là, il y en avait probablement un peu trop. C'est-à-dire le mieux est l'ennemi du bien. À un moment donné, il faut savoir arrêter, boucler une affaire, on solde les comptes et on passe à autre chose. Et là, l'élève a explosé parce qu'il faisait déjà un énorme effort sur lui-même. Bon, toute cette question, justement, de la gestion du conflit en groupe, c'est vraiment une question qu'on travaille parce que les enseignants gèrent des groupes, bien évidemment, des groupes classes, et ils ont tendance souvent à essayer de tout régler en groupe. Or, il y a des moments où on leur explique, on essaye de travailler avec eux sur le fait de sortir justement l'individu du groupe de façon à ce qu'il n'y ait pas caisse de résonance, parce qu'un conflit peut vraiment exploser s'il y a un public, si chacun se cantonne dans cette logique que l'on connaît bien, qui est celle de ne pas perdre la face. D'ailleurs, il y a des enseignants qui nous disent mais quand même, je voudrais bien avoir le dernier mot. Bon, or le dernier mot, c'est toujours dans l'institution qui l'a. De toute façon, on ne connaît pas de cas où les élèves aient pris le pouvoir et créé une commune indépendante dans un collège. France Culture, le vif du sujet, Aurélien au micro de Tania Risque. Tu te bats avec tes copains ? Ça arrive. Est-ce que tu te bats à l'école aussi ? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Tu me dis ta mère la pute, je fais quoi ma mère la pute ? Après j'en mets une, puis après ça y est. Une fois, j'ai même failli retourner le bureau du principal. Pourquoi t'as voulu retourner son bureau ? En fait, au début, c'est parti d'une bagarre. C'était une bagarre avec un copain et puis un autre mec de ma classe. Alors, mon copain, il prenait le dessus, il était en train de le retourner, puis d'un seul coup, t'as les autres copains qui sont arrivés de l'autre. Alors moi, j'étais chercher les autres, on les a retournés. Il a fait, ouais, c'est lui qui a commencé, il a dit que c'était moi qui avais commencé et tout. Bah, déjà, l'autre dans le bureau, il en a pris une dans la gueule. Le principal, il me fait arrête, vas-y, me parle pas, j'ai retourné la chaise, je t'ai parlé plein de trucs dans le bureau, j'ai tout jeté. J'ai tout retourné, il me prenait trop la tête. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Bah, il m'a fait une fleur, quoi. Il est sympa le principal quand même. Bah, il se croit à l'armée, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, déjà, il arrive dans les classes, fais-vous ! Bah, nous, on fait, bah non, monsieur. Et pourquoi ? Vous avez vu comment vous nous parlez ? Tu voudrais qu'il te parle comment ? Bah, qu'ils disent, quand il rentre dans la classe, il dit bonjour, levez-vous. Au lieu de dire bonjour, levez-vous. Il se croit Et les profs ? Vous êtes violent avec les profs aussi ou... Verbal, plutôt. On est violent au niveau verbal. Par exemple, des fois, quand ils nous prennent la tête et qu'on est déjà énervé, ils nous parlent, on dit, bah, ferme ta gueule. Puis après, on est renvoyé. Tu dis ferme ta gueule aux profs ? Ça m'est arrivé de le dire une fois, j'ai le téléphone à ma mère après. Et sinon, c'est souvent des gars. La preuve, ce matin, ça a commencé. Cours d'allemand. C'est le cours, ça c'est notre cours. C'est le cours où la prof, elle parle pas, elle peut rien dire du tout. Parce que il y a trop de bordel. Les tables, ils volent, les chaises, ils volent, tout qui est retourné dans la salle. On arrive, la salle est toute propre, toute belle. Quand on ressort, bah, il y a tout qui est retourné dedans. Et pourquoi ? Parce qu'elle a pas d'autorité, la prof ? Ouais, elle a pas d'autorité. On sera en Amérique, en allemand. Pourquoi en Amérique ? En Amérique, dans les films, comme on voit. Quand ils font rien, ils écoutent la musique en classe et tout. Mais là, c'est à peu près le même genre. Yo, funky flex, yo. Black, comme la nuit, comme
mon tas, comme Joe, comme mes bas, comme Zo. Les jeux sur mon crew, un tas de fous qui veut la Tatsu, Matsu. Maryse Bibel, vous l'avez un peu esquissé, mais qu'est-ce qu'on apprend d'autre aux enseignants justement pour les préparer à gérer ce type de conflit, un peu comme on apprend au casque bleu à maîtriser la violence sans dégainer? Alors je ne sais pas ce qu'on apprend au casque bleu, mais dans tous les cas, avec les enseignants, on travaille beaucoup sur la question de la distance. Parce que il y a un mot qu'on entend régulièrement chez les adolescents, chez les enfants et chez les adultes, c'est le mot de respect. Et alors ce mot de respect, c'est extraordinaire parce que le respect, il n'y en a jamais. C'est toujours pour dire il n'y a plus de respect, quoi. Alors les gamins disent on ne respecte pas, et puis les adultes disent on ne respecte plus rien. C'est comme s'il y avait un temps passé où les enfants respectaient les adultes et où tout allait bien. On s'aperçoit que chaque génération regrette celle qui l'a précédée parce qu'on est toujours un petit peu dans cette même quête du respect. Et en réfléchissant à cette notion de respect, qui est un mot qu'on utilise énormément, je me suis dit que finalement, la question du respect, c'est la question de la distance, qui est à la fois une distance symbolique, mais qui est aussi une distance tout simplement physique. C'est-à-dire que j'ai une collègue qui s'appelle Anne Barrère, qui est enseignant-chercheur à l'université de Lille, et qui a travaillé sur les incidents scolaires. Les incidents scolaires, ce sont les interactions qui tournent mal, on va dire, où ça finit plus ou moins en pugilat et en violence physique. Et elle a remarqué, à travers ses entretiens et les observations qu'elle a pu faire, que le conflit ouvert intervient et se déclenche à partir du moment où les protagonistes n'ont plus aucune distance, c'est-à-dire à partir du moment où ils se touchent, tout simplement. L'enseignant qui est complètement excédé par le comportement d'un élève, qui veut le mettre dehors, donc lui demande de sortir de la pièce accompagné du délégué de classe pour aller voir le conseiller d'éducation, le CPE, et l'élève qui sort très lentement, trop lentement, qui exaspère l'enseignant à dessein, il sait ce qu'il fait en faisant ça, et puis l'enseignant qui pousse l'élève, c'est-à-dire qui le touche. Et à ce moment-là, l'élève avait l'air très calme, mais en fait était totalement sous tension, il explose. Et là se retourne et c'est les injures, la trousse dans la figure, etc. Et là, on se retrouve dans le processus bien connu, conseil de discipline, exclusion temporaire, exclusion conservatoire, conseil de discipline, exclusion définitive. Souvent, c'est à peu près ça qui se passe. De la même façon, une autre situation aussi où un enseignant avait été agressé par des élèves, il y avait un conflit larveux qui était présent, et les signes avant-coureurs quand la situation a été reprise avec ses collègues, c'était que les élèves, avant de rentrer en classe, avaient commencé à toucher ses vêtements, ce qui ne se fait absolument pas d'habitude. C'est-à-dire qu'ils avaient tiré sa cravate, ils avaient touché sa veste, ils commençaient à envahir son territoire personnel. Et une fois dans la classe, l'agression a eu lieu. C'est pas une agression très grave, mais tout de même, c'était extrêmement difficile à vivre pour l'enseignant. Et puis aussi, la question du temps. Parce que la temporalité du conflit, c'est le présent. À l'école, dans tous les cas, tel que je peux le percevoir. C'est-à-dire que l'action a lieu, la sanction doit être quasiment immédiate et la réparation aussi, sanction et réparation étant d'ailleurs liées. Alors, dans le cas d'un conflit, par exemple, entre un enseignant et un ou plusieurs élèves, l'enseignant écrit un rapport disciplinaire. Alors, il y a des fiches types de rapports disciplinaires et, la plupart du temps, demande une sanction. Alors, ce n'est pas lui qui va décider de la sanction, il va donner ce document à la direction de l'établissement qui va statuer. Ceci pour éviter que l'on soit jugé parti. Ceci dit, la plupart du temps, la direction suit grosso modo, à moins que l'enseignant soit dans quelque chose d'absolument extravagant, mais en général, il suit grosso modo les règles. Il y a toujours des règles qui sont d'ailleurs pas toujours écrites, mais des sortes de règles coutumières, si j'ose dire, dans les établissements par rapport aux sanctions. Donc l'enseignant va procéder de cette manière, et souvent, les rapports disciplinaires, tels qu'on peut les voir, sont écrits visiblement sous le coup de la colère. C'est-à-dire que l'événement a à peine eu lieu que tout de suite l'enseignant va écrire son rapport et va fournir bien sûr sa version, c'est tout à fait normal puisque c'est lui qui la rédige, mais on sent bien qu'il est sous le coup de l'émotion. Il est vraiment dans la rage de ce qui s'est passé. Et il ne faut pas du tout sous-estimer d'ailleurs les états émotionnels dans lesquels se retrouvent les enseignants et d'ailleurs aussi les élèves. Ce sont des états émotionnels très forts. Et il y a de la part des enseignants souvent l'exigence d'une réponse immédiate, alors que le temps de la sanction
devrait être un temps qui prend son temps, justement. C'est-à-dire qu'on devrait laisser un certain délai, ne fût-ce que parce que une nuit ayant passé sur cet événement qui a pris une importance extraordinaire dans l'esprit des uns et des autres, de tous les protagonistes, bien ma foi, on relativise. C'est-à-dire on se rend compte que finalement, cet élève, effectivement, il a lâché une injure, effectivement, il a refusé le travail, effectivement, il a déchiré sa copie, mais bon, c'est un incident, ça n'est pas l'événement qui va faire que tout bascule, alors que sous le coup de l'émotion, on peut tout à fait le penser. Donc il y a tout un travail à faire sur le fait de différer la sanction, de prendre conseil aussi, de réfléchir en groupe avec d'autres, des plus chevronnés, d'essayer d'étudier la situation, de façon à ce que la sanction ne soit pas vécue comme injuste, ce qui serait le plus grand risque que l'événement se reproduise. Ici un truc de dur, paraît que c'est un truc qui dure. Et plouf, ça assure toujours, flingue à la ceinture. Ils crient que le rap, disons déjà que ça dure. Que nos mères pleurent sur tes médisants, non des seins ça dure. Un truc de dur, paraît que c'est un trip qui dure. Et plouf, ça assure toujours, flingue à la ceinture. Ils crient que le rap, disons déjà que ça dure. Que nos mères pleurent sur tes médisants, non des seins ça dure. Et gros pas de his hood clean, comme his hood boys in the hood. Ou encore le Brooklyn Zoo. On cherche tous à voir un look clean, mais dans les soirées zouk, sur les poufs on fout le souk, on boucle en ligne. Les shoots pour des youks, star le shit pas de s'il y a bon croûte, c'est le qui se tape le shit au pousseur. La matinée des autres, anthropologie du conflit, par Jacques Munier, avec Madeleine Billardot, sanskritiste, traductrice du Mahabharata aux éditions du Seuil, Cécile Cara, sociologue au CNRS, auteur de Délinquance juvénile et Quartier sensible aux éditions L'Harmattan, Jean Guilaine, professeur au Collège de France, co-auteur de Le Sentier de la guerre aux éditions du Seuil, Marie Zedibel, chercheur au CESDIP, Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, et enseignant-chercheur en IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, Ivan Kamenarovitch, sinologue, auteur de Le conflit, perception chinoise et occidentale aux éditions du Cerf. Texte de Pierre Clastre, Sun Tse, Xunzi, ou extrait des 36 stratagèmes et du Mahabharata, lu par Bernard Gabet. Document INA Martine Auger. Prise de son et mixage Rafi Kevorkian, Gilles Gallinaro, Christian Koller, Nadège Antonini. Réalisation François Connac.